Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission. Une fois encore, ce soir, l'émission, vous la connaissez, et c'est l'immobilier et cette émission qui est la vôtre, vous qui voulez en savoir un peu plus sur l'immobilier au Bénin. L'imposition de l'immobilier au Bénin, que comprendre? C'est le thème de cette émission qui reçoit pour vous, dans ce numéro, la personne la plus indiquée pour en parler. Nous recevons pour vous le directeur général des impôts. Nicolas Yenoussi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le directeur général des impôts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Qu'est-ce qu'un impôt foncier, DG? Merci beaucoup. Je tiens avant tout propos à vous féliciter pour cette initiative qui est d'informer les populations du Bénin sur les enjeux de l'immobilier. C'est une très belle émission parce que si nous prenons le concept de l'immobilier, en dehors de la taxation, en dehors des impôts, vous avez beaucoup d'autres aspects juridiques, des aspects concernant la vie au quotidien, des aspects sociologiques, des aspects culturels, des aspects financiers, et j'en passe. Donc c'est très important que tous les acteurs qui se multiplient aujourd'hui avec le vent de modernisation qui souffle dans notre pays, et il est important que tous ces acteurs soient informés et qu'ils puissent savoir quels sont leurs droits et les obligations. Ça concerne aussi bien les entreprises, les ménages. Et récemment, le gouvernement a bien fait de transmettre au Parlement un projet de loi cadre sur l'immobilier. Et tout ça est de nature à moderniser le système de l'immobilier au Bénin et à mettre un peu de l'ordre dans ce secteur qui en a suffisamment besoin. Tout à fait. Et je ne parlerai pas de la Cour spéciale foncière et avec la volonté manifeste du gouvernement donc de mettre fin à la mafia foncière. Tout à fait. Et donc, je vous remercie vraiment et vous félicite pour cette initiative. Je profite également pour remercier les responsables de votre groupe de presse, voilà, Eden TV, Diaspora FM. Voilà, Eden TV et donc tous ceux qui y travaillent. Avant de définir l'impôt foncier, je voudrais dire simplement que l'impôt lui-même, c'est un prélèvement en général en numéraire, donc un prélèvement pécuniaire perçu par les pouvoirs publics sans contrepartie, à titre définitif, pour assurer la couverture des charges publiques. D'accord. Au nombre des différents impôts qui existent, il y a bien sûr les impôts fonciers. Les impôts fonciers, ce sont ceux qui sont payés sur les biens immobiliers, sur les biens fonciers. Et en général, on va distinguer les biens fonciers qui sont bâtis. Selon les dispositions du Code général des impôts, on distingue les fonciers bâtis qui sont les propriétés bâties et les fonciers non bâtis, donc l'impôt qui frappe les propriétés non bâties, donc qui ne sont pas construites, et également d'un autre côté les fonciers bâtis. Mais en dehors de tout ceci, nous avons, lorsque vous tirez des revenus de votre immeuble, nous avons la taxe, l'impôt sur les revenus fonciers qui était anciennement appelé la TIL,
nos grands frères, nos grands-parents connaissent bien au Bénin ce qu'ils appelaient la TIL, la taxe immobilière sur les loyers. C'est cette taxe-là qui est devenue aujourd'hui l'IRF, l'impôt sur le revenu foncier lorsque vous donnez en location. Donc, on va revenir sur tout ça. Je n'oublierai pas de vous parler des impôts que vous payez, qui ne sont pas à proprement parler des impôts fonciers, mais lorsque vous faites des transactions immobilières, dont les droits d'enregistrement et la taxe de plus-value immobilière. D'accord. Puisque vous évoquez la question de taxe, nous allons donc commencer par parler de la taxe foncière unique. Est-ce qu'on peut comprendre ce que c'est que cette taxe-là et quelles sont les échéances de son paiement? Merci beaucoup. La taxe foncière unique, TFU en abrégé, c'est l'impôt qui est dû par les propriétaires de biens fonciers. Et comme je le disais tantôt, le bien foncier peut revêtir deux formes. La forme bâtie et la forme non bâtie. Donc la taxe, la TFU sur les fonciers bâtis, c'est l'impôt que vous payez en tant que propriétaire de votre maison lorsque vous l'habitez. Donc, lorsque vous habitez votre maison, vous l'avez construite, vous l'habitez, vous contribuez au développement de votre localité, au développement de votre commune en payant donc cette taxe qui est la taxe foncière unique. Lorsque l'immeuble n'est pas bâti et il est vide, il est nu, ou lorsqu'il s'agit d'une parcelle nue, vous payez la taxe foncière unique sur les propriétés non bâties. Quels sont les biens qui sont soumis à cet impôt? Lorsque je prends les biens bâtis, c'est tout ce qui est construit en maçonnerie, en matériaux définitifs. Ah, d'accord. Donc, lorsqu'on est dans les villages... Il n'y a pas les matériaux précaires. Voilà, dans les villages où nous avons des bâtiments en banco, on ne les impose pas. Les hangars et les vraiment bâtiments précaires, on ne les prend pas en compte. Et en ville, lorsqu'il y a des hangars... On pourrait les prendre en compte, mais non pas dans la catégorie des fonciers bâtis, mais des non bâtis. Très bien. Donc, on va constater en pratique que l'impôt sur les propriétés foncières non bâties, généralement, va être de très faibles montants. C'est les communes qui définissent les taux applicables sur la base d'une fourchette indiquée par la loi. Il en est de même pour les bâtis où la loi a prévu une fourchette et les communes mettent en place les taux réels. Maintenant, lorsqu'on a aussi des parcelles nues qui servent de garage, par exemple, qui servent de dépôt pour les entreprises commerciales ou industrielles, tout ça est classé dans la catégorie des fonciers bâtis et il faut payer l'impôt correspondant. Puisque vous parlez des garages, on voit des terrains où des personnes exploitent pour faire de garage. Par exemple, les mécaniciens auto, comme on les appelle, des peintres, des soudeurs. Comment vous considérez comme un terrain non bâti? Non, dans ce cas bâti, parce que ici déroule une activité commerciale. Lorsqu'il y a une activité industrielle ou commerciale sur un terrain non bâti, la loi indique que ce terrain change de nature et devient propriété bâtie pour l'imposition. Parce que déjà, il y a un revenu qui est tiré, il y a une exploitation commerciale. Je suppose que quelqu'un a un terrain nu et fait des investissements pour transformer cela peut-être en une paillote où les gens viennent transformer en débit de boisson ou bien un lieu de repos, dans la mesure où c'est une activité commerciale qui s'y déroule, même si ce n'est pas construit en matériaux définitifs, c'est du foncier bâti. Du foncier bâti. Mais il y a une précision que je voulais apporter. Lorsque je suis propriétaire, j'habite ma maison exclusivement avec ma famille. Généralement, beaucoup de propriétaires sont surpris et disent mais pourquoi
je vais payer un impôt alors que je ne donne pas en location cette maison, je n'y tire aucun revenu. Comme je disais tout à l'heure, l'impôt est également une contribution dont le but est de couvrir les charges de l'État. Et au nombre de ces charges, il y a des charges sociales, il y a la régulation de la vie sociale, il y a que l'impôt va jouer en ce sens un rôle de fédérateur de la vie sociale, de sorte qu'on va demander à chacun une petite contribution pour subventionner... qui devient obligatoire. Qui devient obligatoire, forcément. Donc, pour payer le fonctionnement des centres de santé, pour payer la police républicaine, pour construire les routes. Donc, tout le monde a, exactement. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'y tire pas un revenu qu'on n'est pas redevable de l'impôt. Encore que si on doit rentrer dans les détails, c'est que il y a tout un processus où les représentants de la population, à savoir l'Assemblée nationale, le Parlement, a pu donner sa bénédiction pour que les impôts soient levés à travers la loi de finances. Donc, l'idée, c'est que chacun doit pouvoir contribuer. Donc, même si vous ne commercialisez pas le bien immobilier ou le bien foncier, vous payez donc la taxe foncière. Donc, quand vous l'habitez, vous payez. Maintenant, il y a quelques particularités, quelques précisions à apporter. La précision est que vous avez assez d'espace, vous avez construit suffisamment de locaux, vous avez d'espace que vous avez décidé d'héberger des proches. D'accord. Qui ne sont pas en location. Qui ne sont pas en location, bien entendu. S'il s'agit de vos ascendants ou de vos descendants, on n'évalue pas ces biens-là dans le calcul de l'impôt. D'accord. Même si dans la maison, il y a plusieurs unités de logement, un bâtiment à droite, un autre à gauche, et à gauche, mes proches sont logés. Oui. S'il s'agit de vos descendants et de vos ascendants, pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit des personnes autres que vos descendants et vos ascendants, là, on fait l'évaluation. Quand je serai tout à l'heure sur l'impôt sur les revenus fonciers, je donnerai un peu plus de détails. Mais pour revenir sur les délais, retenons simplement qu'il y a 2 dates. C'est quoi? Chaque année, vous êtes propriétaire foncier. Le 10 février, vous devez vous présenter au centre des impôts pour payer votre impôt. Pour payer en réalité 50% de l'impôt que vous avez payé l'année dernière. Et au 30 avril, spontanément, le 30 avril, vous venez payer le solde. Même si vous ne recevez pas un avis d'imposition, même si vous n'avez pas reçu un avis d'imposition. Maintenant, si vous venez de construire, vous n'avez jamais reçu un avis d'imposition, vous avez l'obligation, selon la loi, de déclarer l'achèvement de votre construction au service des impôts. On viendra sur les spécificités et les détails, mais je voudrais vous poser une question à ce niveau. Lorsque j'habite une maison et j'ai une entreprise, par exemple une maison d'imprimerie, et je décide par exemple de mener mon activité dans ma maison en même temps, est-ce que comment on paie l'impôt dans ces conditions? Est-ce que vous considérez que comme si j'avais loué la partie où j'exploite pour faire mon activité? Ça dépend. Lorsque vous avez une entreprise qui exploite une partie de votre résidence pour une activité commerciale ou industrielle, on doit pouvoir évaluer la valeur locative, c'est-à-dire considérer exactement comme si ce bien était donné en location. Mais la nuance, la précision à apporter, c'est que si c'est vous-même
le propriétaire de l'imprimerie ou de la boulangerie que vous installez à domicile, il n'y a pas une évaluation à faire parce que le revenu réalisé par la boulangerie est déjà soumis à la taxe professionnelle synthétique ou à l'impôt sur les bénéfices d'une manière générale. Par contre, si ce n'est pas vous-même et que c'est une autre personne qui exploite cette boulangerie ou cette activité commerciale sur votre parcelle, sur votre immeuble, dans ce cas, même si vous ne percevez pas un loyer, le service des impôts est fondé légalement à évaluer, à déterminer la valeur locative de cette portion que le tiers occupe pour déterminer la taxe, l'impôt sur les revenus fonciers. D'accord. Il y a une expression que vous utilisez et vous parlez d'exception temporaire. L'exception temporaire sur les maisons d'habitation. Je pense que vous avez commencé par évoquer le sujet. Voilà. Parlons-en. Selon la loi, c'est une exception. Donc, nous, en matière fiscale, on parle d'exemption. On parle d'exemption temporaire. Exemption, voilà, d'accord. À partir du moment où... C'est une exception, vous ne vous trompez pas, c'est une exception parce que le principe, c'est la taxation, c'est le paiement de l'impôt. Mais à partir du moment où l'exemption ou l'exonération signifie qu'on ne paye pas, c'est une exception. D'accord. Voilà. Donc, l'exemption temporaire est prévue par la loi pour les maisons d'habitation. Et les conditions sont qu'il doit s'agir d'une maison d'habitation. Si c'est une maison autre à usage destiné à un autre usage, un magasin, ce n'est pas exonéré, cela ne bénéficiera pas de l'exemption temporaire. Donc, habitation exclusivement. Deuxième chose, il faudrait que la même personne ne puisse pas bénéficier de plus d'une exemption. Pour être plus concret, j'ai ma maison d'habitation à Abomey-Calavi. Je l'ai construite, j'ai bénéficié de l'exemption temporaire de 3 ans. Pendant ce temps, au village à Abomey, j'ai également une maison. Je ne pourrai plus bénéficier d'une seconde exemption pour Abomey. Soit je bénéficierai d'une exemption pour Abomey et je n'en bénéficierai pas pour Cotonou, et pour Calavi ou Cotonou, ou bien vice-versa. Et je me rapproche du service des impôts pour dire là où je voudrais bénéficier de l'exemption. Oui, dans la mesure où vous n'aviez pas bénéficié par le passé d'une exemption, on va vous l'accorder. Donc, elle est unique et elle est temporaire. Donc, vous parlez une maison d'habitation. Si j'en ai déjà bénéficié il y a 5 ans. Bien sûr, vous n'allez pas bénéficier d'une exemption temporaire de 2016 peut-être à 2019. Et puis après, en 2024, vous allez introduire pour une nouvelle maison d'habitation, une nouvelle demande d'exemption. Ce n'est pas possible. C'est ce que la loi dit. Deuxième chose, il y a je crois, il y a un peu plus de 2 ans, pour obtenir une exemption temporaire, il faut faire une demande, introduire au service des impôts une demande, ensuite produire un devis estimatif, un devis descriptif et le titre de propriété. Alors, il y a 2 ans, cette disposition a été modifiée pour être totalement simplifiée. Et on n'a besoin que de 2 pièces. La demande d'exemption temporaire et ensuite, en dehors de la demande d'exemption temporaire, il y a le titre de propriété. Dès que vous avez ces 2 documents, on vous accordera l'exemption temporaire. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que la loi exigeait un devis descriptif et un devis estimatif. Le propriétaire de maison est obligé d'aller engager des frais pour réaliser les devis, tout ça, s'il n'en a pas, parce que le gouvernement travaille pour ça, pour qu'il y ait un peu de l'ordre, mais en majorité, quand nous voulons construire sous nos cieux, on ne fait pas forcément appel à un technicien. Et ça, c'est important. Et donc, pour
vraiment démocratiser le bénéfice de l'exemption, on a supprimé ces pièces. Mais j'avais oublié, il y a une nouvelle pièce qui s'est ajoutée à partir de la loi de finances 2024, qui est que vous devez avoir votre titre de le titre de propriété par excellence, qui est le titre foncier. Sans le titre foncier, désormais, vous ne pouvez pas bénéficier de l'exemption temporaire. Et pour rester dans le cadre de la modernisation de notre cadre de vie, il est également exigé que vous ayez un permis de construire. D'accord. Et si si vous n'avez pas ces pièces, dès que je finis la construction, je commence pas à payer. Vous ne pouvez pas bénéficier de l'exemption. Dès que vous achevez la construction, vous payez. Mais je pourrais donner quelques conseils, quelques astuces aux propriétaires. Allez-y, c'est l'occasion. Voilà, dès que vous finissez de construire, même si vous n'avez pas encore toutes ces pièces, faites la déclaration au service des impôts, le temps de rassembler les pièces. Si vous bouclez les pièces, on va tenir compte donc de la date de l'introduction de votre demande pour vous l'accorder. Même si vous ratez une année, on vous accordera l'exemption pour les 2 années restantes ou bien pour la seule année qui restera à courir. Autrement dit, c'est encadré sur 3 ans? C'est encadré sur 3 ans. 3 ans. C'est sur 3 ans, pas plus. Donc voilà ce qui est de l'exemption temporaire. Nous parlons de l'exemption temporaire, mais il existe des exemptions permanentes également? Oui, la loi a prévu des exemptions permanentes, c'est-à-dire dont la durée n'est pas limitée. On peut citer les exemptions accordées aux confessions religieuses et aux lieux de culte. Je m'explique. Contrairement à une idée largement répandue... Parlons des idées répandues. Voilà, les églises, les mosquées, les lieux de culte, les couvents ne payent pas d'impôts. Est-ce que la loi est claire sur la question? Que jusqu'à l'heure où nous faisons cette émission, ils ne paient pas d'impôts? Non, le Code général des impôts est clair sur la question. Le Code des impôts a prévu clairement que les édifices servant de lieu de culte ne puissent pas payer la taxe foncière. Ce n'est pas possible. Mais la condition que le Code a indiquée, c'est que le bien en question soit au nom de la confession religieuse. Pour être plus concret, nous avons une église bâtie sur un domaine donné. Si les titres de propriété indiquent que c'est l'église, la communauté religieuse qui est propriétaire du sol, exemption totale. Pas de taxe foncière. Par contre, si l'immeuble est au nom du pasteur, l'immeuble est au nom du curé, l'immeuble est au nom d'un individu lambda, la taxe est due. C'est ce que la loi dit pour encourager les communautés religieuses à acquérir des biens en leur nom. Il ne faut pas que les communautés religieuses soient également escroquées par de vils individus qui disent, bon, je mets un terrain à la disposition de l'église, on construit l'église là-dessus, et puis après quelques années, ils commencent par leur créer des histoires. Mais non. Donc, quand le bien est au nom de la communauté religieuse, l'exemption, donc on aura par exemple sur le titre de propriété, église christianiste céleste 2, église catholique 2, église protestante méthodiste 2. Voilà, là, il y a exemption, mais sur sur l'édifice qui sert de lieu de culte. Mais sur les autres biens appartenant à la communauté religieuse, ça peut être le presbytère des prêtres, ça peut être les salles de conférence, les petites activités, les édifices servant pour les activités culturelles ou éducatives de l'Église, la taxe foncière est due. Sauf des cas
de dérogation où il existe des conventions avec les organisations non gouvernementales, tout ça qui sont également encadrées par la réglementation. Donc, comme l'Église, les églises paient quand même quelque chose ici, en ce qui concerne les salles de conférence, par exemple. Oui, les salles de catéchisme, c'est pourquoi alors c'est véhiculé que les activités génératrices de revenus de l'Église supportent bien les impôts. Je confirme. Et toujours sur les idées reçues. Moi, je reçois, quand je rencontre des gens, je dis « Oh, mais vous faites la part belle à l'église Saint-Michel qui ne paye aucun impôt alors qu'elle a loué sa déventure aux banques et aux activités commerciales. » C'est des histoires. À Saint-Michel, quand vous y allez, le seul édifice exonéré d'impôts, c'est l'église, le bâtiment de l'église. Par contre, tout ce qui a été donné en location aux banques et aux entreprises, les impôts sont payés. C'est clair, les impôts sont payés, c'est transparent, on peut vérifier. Encore que, je vous en parlerai sur l'impôt sur les revenus fonciers tout à l'heure. Lorsque le locataire est une personne morale, telle qu'une banque, l'impôt est retenu d'office à la source et en intégralité pour le compte du trésor public par le locataire. Donc la banque qui a loué auprès de l'église Saint-Michel fait la retenue à la source de l'impôt et reverse ça à la direction des impôts. Donc ne donne même aucune possibilité, la ponction, le précompte, ne donne même aucune possibilité à l'église de ne pas payer ou d'être en retard. Très bien. Donc voilà la vérité sur ces questions. Bon, je ne voudrais pas qu'on parle des écoles. Hein. Les écoles, c'est pareil. Les écoles, c'est pareil. Pour les écoles, lorsque l'école est au nom... l'immeuble, pardon, est au nom de l'école. L'immeuble est acquis au nom de l'école. Il y a l'exonération. Pour l'école, la taxe foncière. Par contre, l'activité de l'école à l'issue de la gestion annuelle, on va dégager un profit. Ça, c'est l'impôt sur les bénéfices. Je ne parle pas de ça. Ça, les écoles sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices. Ici, nous parlons de la taxe foncière. D'accord. Est-ce que l'immeuble qui est bâti est-ce que sur l'immeuble construit pour abriter l'activité académique et scolaire, est-ce qu'il y a un impôt à payer? La réponse est non, à partir du moment où l'immeuble est immatriculé au nom de l'école. Par contre, si l'immeuble n'est pas au nom de l'école et que c'est immatriculé au nom d'un individu, au nom du promoteur, ça va payer les impôts. C'est comme ça que la loi organise. Ça a été toujours comme ça ou c'est les réformes qui ont amené à cette spécificité? C'est comme ça depuis 2005. Au Bénin, c'est comme ça depuis 2005. Sur le plan des impôts fonciers, depuis 2016, il n'y a pas eu de réforme majeure. Parce que le gouvernement a estimé que avant de commencer par faire des réformes en matière d'impôts fonciers, il faut qu'il offre un meilleur cadre de vie aux populations. Et c'est également ça le sens du projet asphaltage. Donc lorsque les rues seront bien bitumées, dans Cotonou, toutes les rues seront bitumées, et ça va être une réalité, ce n'est pas un 20 mots, puisque je sais très bien les projets qui y sont consacrés. Donc, quand les rues seront vraiment bitumées, le gouvernement pourra faire des réformes dans le secteur de la taxe foncière, peut-être pour nous demander de payer un peu plus. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Vous êtes en train de vendre la mèche de ce qui va arriver peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Dans 10 ans, dans 10 ans. Et ce sera justice parce qu'en face, le gouvernement pourra exhiber bien des réalisations. Toutes les rues seront bitumées. Pour dire qu'on ne marche plus dans l'eau, qu'on ne circule plus dans l'eau. Voilà, voilà. En ce moment seulement. Oui, directeur, on va parler maintenant de la loi de finances 2023. Bon, pas vraiment, mais pour parler des majorations de retard.
Merci. Depuis la loi de finances 2023, effectivement, pour encourager les propriétaires à payer la taxe foncière, le législateur a prévu une dispense des frais accessoires tels que les pénalités, les amendes, les frais de poursuite, les coûts de commandement. Donc, si vous avez des arriérés d'impôts fonciers, bon, si j'en ai par exemple sur 10 ans. Sur 10 ans, effectivement, il y a beaucoup de Béninois qui ont ces situations, non pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de payer, parce qu'il y a eu un peu de négligence. C'est pour ça que... De l'ignorance aussi. Voilà, de l'ignorance également, merci. Nous avons donc mis en place cette mesure. Et la particularité, c'est que l'année dernière, quand la mesure, au titre de 2024, quand la mesure devrait passer au vote, les honorables députés avaient demandé au gouvernement de préciser que le citoyen avait la possibilité, que l'administration devait donner la possibilité aux citoyens d'étaler le paiement sur toute l'année. Sinon, au départ, la mesure était que vous venez au service des impôts, vous payez vos arriérés en bloc et en contrepartie, vous avez la dispense des pénalités et majorations. Donc, l'amendement des députés a consisté à permettre le bénéfice de l'annulation des pénalités et majorations avec un paiement étalé sur les 12 mois de l'année. Donc, si je veux payer, par exemple, mon arriéré de 10 ans, voilà. Je l'étale sur 1 an. Vous l'étalez sur 1 an, vous l'étalez sur l'année budgétaire et à la fin, on vous dispense donc des pénalités, des majorations. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Est-ce que ça ne va pas, en quelque sorte, poser un autre problème? Parce qu'il va falloir d'abord mobiliser mes 10 ans d'arriéré avant de l'étaler sur 1 an. Oui, à contrario, est-ce que si j'ai un montant, je ne peux pas verser sans bénéficier de... Bien sûr, cette possibilité existe également. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas payer vos arriérés sur 12 mois et vous décidez de l'étaler au-delà de 12 mois. Là, on vous donnera une autorisation pour que vous dépassiez là légèrement. Parce qu'on a l'État a besoin de ressources. Donc, oui, c'est possible et on pourra discuter avec vous. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous encourageons, c'est le dialogue avec les contribuables. C'est le dialogue, c'est la discussion pour comprendre vraiment le besoin. Est-ce que ce dialogue existe? Et quel est le cadre que vous avez créé pour favoriser ce dialogue? Ce dialogue existe parce que tous les receveurs des impôts sont instruits pour accompagner les propriétaires fonciers qui souhaitent procéder à l'étalement de leur imposition en les autorisant à signer un échéancier de paiement, un engagement. En général, les receveurs sont encadrés dans un délai qu'ils ne peuvent pas dépasser, et leurs supérieurs hiérarchiques, les directeurs régionaux, le directeur général également, a la possibilité d'aller un peu plus loin. Très bien. DGI, avant de passer à la prochaine question, je voudrais savoir si, par exemple, en 10 ans, je ne paie pas mes impôts, combien d'années après le service des impôts viendra saisir ma propriété? Oui, il n'y a pas de délai pour venir saisir votre propriété ou pour engager les actions de recouvrement. Le mien, vous ne le ferez pas. Oui, vous savez, M. Agua, vous me connaissez, mais vous ne connaissez pas le receveur qui a en charge de votre dossier. Et même si vous le connaissez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les procédures sont de plus en plus digitalisées et se détachent donc des considérations humaines, des relations personnelles. Donc, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un qui ne paye pas et qui s'arrange toujours pour ne pas payer, c'est que c'est là, ça va revenir. Ça va revenir et là, c'est dangereux parce que en dehors des pénalités, des majorations qui ne seront pas annulées dans ces conditions-là, il y a
la possibilité pour nous, si vous êtes un salarié, de pouvoir exercer nos actions envers le trésor public pour saisir la quotité cessible de votre salaire. Qu'est-ce qu'on appelle comme ça? Vous êtes fonctionnaire ou bien vous êtes salarié dans une entreprise privée. Oui. Vous n'avez pas payé et vous avez pris des engagements où vous n'en avez pas pris. On vous a relancé. Au-delà des délais de relance, vous ne vous êtes pas manifesté. Oui. Le receveur va adresser une opposition ou un avis à tiers détenteur à votre employeur. Il demandera à votre employeur, si c'est l'État, il demandera au Trésor public de prélever, si vous avez un salaire de 500 000, de prélever 200 000 pour payer les impôts tous les mois. Il demandera à votre employeur, si vous êtes dans le privé, de retenir une partie de votre salaire et en contrepartie des impôts et en paiement des impôts dus. Il en est de même lorsque vous avez des locataires. Et ça, j'insiste là-dessus. Vous êtes propriétaire, mais vous avez des locataires et vous ne payez pas vos impôts. L'administration fiscale va faire une opposition auprès de vos locataires. Demandera ainsi à votre locataire désormais de payer les loyers dans les caisses du Trésor public en l'acquis des impôts que vous devez. Et ça, on a des situations où des propriétaires de mauvaise foi, excusez-moi l'expression, commencent par pourrir la vie aux locataires. Et c'est en ce moment que l'administration exerce la plénitude de ses pouvoirs en rappelant non seulement le propriétaire à l'ordre, mais en l'obligeant à tout payer immédiatement au lieu de lui accorder des facilités de paiement. Très bien. Alors parlons des réformes en ce qui concerne le e-service au niveau de la Direction générale des impôts. Qu'est-ce qui a été fait à ce niveau en ce qui concerne la TFU dont nous avons parlé en début d'émission? Merci beaucoup. Depuis avril 2024, nous avons donné la possibilité aux usagers de payer, de commencer à l'instar de la TVA et des autres impôts, de payer la taxe foncière en ligne. Pour le moment, la réforme est en phase de test sur Cotonou. Donc Cotonou est la phase pilote. La phase pilote. Et les usagers ont la possibilité, à partir de leur IFU, de se connecter à notre plateforme e-service.impo.bj et payer, parce que dans le système, ils retrouvent leur avis d'imposition, et payer directement, soit par virement bancaire, soit par téléphonie mobile, donc par Momo. Il peut payer, et quand vous payez par Momo, un peu comme les contraventions ou la TVM, vous recevez directement votre quittance de paiement dans votre espace. Donc, il est prévu que très rapidement, nous puissions étendre ce système-là à Calavi, à Porto-Novo, à Parakou, à Boïcon et un peu partout sur le territoire national pour que, premièrement, vous êtes à Cotonou, vous travaillez à Cotonou, alors que vous avez une maison à Parakou, vous avez la possibilité soit de payer en ligne, soit de payer dans une caisse de Cotonou. On aura un système de open caisse, si bien que vous payez à Porto-Novo, à Calavi, à Cotonou ou à Parakou, ça va être enregistré quel que soit le lieu de paiement. C'est très important parce que les ménages, les propriétaires fonciers demandent cette réforme et nous y travaillons bientôt. Ça va être une réalité. Et nous allons parler maintenant de l'IRF. Vous l'avez évoqué en début d'émission. L'IRF, comment paie-t-on l'IRF? L'IRF, c'est l'impôt sur les revenus fonciers qui était anciennement connu sous le nom de TIL. C'est 12% du loyer que vous percevez. Anciennement, c'était 20% lorsque le loyer dépasse 3 millions. Maintenant, on a un taux unique de 12%. Donc, quand vous avez donné en location votre immeuble, vous payez l'IRF 12%.
cet impôt est retenu à la source par le locataire lorsqu'il est une personne morale. Les locataires personnes physiques ne sont pas autorisés à le faire. Mais quand le locataire est une entreprise, l'entreprise a l'obligation, c'est une obligation légale de faire la retenue à la source de l'IRF à 12%. J'insiste là-dessus parce que nous recevons des plaintes de locataires qui n'obtiennent pas l'accompagnement nécessaire de la part de leur propriétaire parce que le propriétaire s'oppose à la retenue. C'est une erreur grave à ne pas commettre parce que si vous êtes propriétaire, vous vous opposez à la retenue, vous vous exposez vraiment aux sanctions non seulement pécuniaires mais pénales. Pénales, voilà. Il y a des sanctions pénales. Il y a des sanctions pénales. On peut vous assigner en justice. Parce que là, vous faites rebeller, vous vous rebellez au prélèvement de l'impôt et c'est une infraction grave qui est sévèrement sanctionnée. Donc, on a de ces cas-là. On a aussi des cas de propriétaires fonciers à qui le locataire, personne morale, demande la délivrance de factures normalisées et il s'y oppose. Mais là, je crois que c'est un problème d'ignorance de la part des propriétaires fonciers. Et la DGI aussi a un travail à faire à ce niveau. Et vous nous accompagnez, je vous remercie et on continue de le faire. C'est juste une question d'ignorance parce que l'impôt sur le foncier, l'IRF, l'impôt sur les revenus fonciers, est de 12% du loyer. Que vous délivrez une facture normalisée ou que vous n'en délivrez pas, ça ne changera rien. C'est 12%, c'est connu. Mais ce qui est important, c'est que votre locataire qui est une entreprise a besoin pour justifier ses charges d'une facture normalisée. Et les propriétaires fonciers doivent comprendre cela. Autrement, c'est eux qui perdent parce que les sociétés sont de très bons payeurs, mais de très bons locataires. Parce que ces charges-là sont déductibles au niveau du calcul de leurs bénéfices. Donc, c'est de très bons payeurs. Si moi, j'ai un locataire qui est une entreprise, mais c'est à cœur joie, je vais lui délivrer la facture parce que ça ne changera rien. C'est 12% qui prélève, c'est terminé. Mais il y a des propriétaires qui se mettent dans un bras de fer avec les locataires. Et si bien que malheureusement, certains en arrivent à perdre de bons locataires. C'est pas bon. Très bien. C'est dommage qu'on en arrive là. Nous avons eu beaucoup de cas qu'on a arbitrés, mais il y a certains propriétaires que nous avons invités dans nos locaux. On leur a parlé, mais ils ne savaient pas. Ils disaient, oh, mais on a engagé ce bras de fer avec notre locataire pour rien. On ne savait pas que vous... la question qu'il nous pose à la fin, là, vous jurez qu'il n'y aura pas un surplus d'impôt. On dit, mais... Il y a rien, essayez. On ne peut pas inventer un impôt à votre charge. La loi n'a pas prévu plus de 12%. C'est terminé. Donc voilà, ça c'est important. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est des propriétaires qui ont construit leur immeuble et puis une partie est occupée par un locataire régulier et l'autre partie est occupée par une tierce personne qui n'est ni ascendant ni descendant. Si c'est votre fils, un ami, pas de problème. Si c'est votre père ou votre génitrice, pas de problème. Mais un ami l'occupe à titre gracieux. Non, fiscalement, nous allons calculer le loyer qu'il aurait dû payer et lever l'impôt là-dessus. Ça, c'est important. Parce que beaucoup sont surpris pour dire, mais non, moi je ne lui prends aucun loyer, comme il a ouvert son entreprise, il n'a pas beaucoup de moyens, j'ai essayé de lui demander de lui porter un coup de main. Un coup de main, il ne paye pas de loyer. Même s'il accepte de faire ce sacrifice en concédant l'exploitation des lieux à titre gratuit, fiscalement,
on va calculer l'impôt dû. Il en est de même des personnes qui donnent en location aux agences de communication, aux agences de publicité, d'utiliser l'espace de leurs dalles, les murs, d'implanter les antennes. Voilà, exactement, les antennes ou des espaces pour afficher des posters. Donc, c'est de la location. Donc, cette location également relève de l'impôt sur les revenus fonciers. Et je n'oublierai pas, puisque les guest houses se développent de plus en plus dans notre pays. Donc, les locations meublées relèvent donc également de l'impôt sur les revenus fonciers et les propriétaires de guest house ont l'obligation de payer la taxe foncière unique, mais d'ajouter à cela l'impôt sur les revenus fonciers. Nous sommes donc à la fin de cette première partie de ce entretien. Nous allons aborder maintenant la deuxième rubrique de cette émission, celle-là qui est intitulée « Les erreurs à ne pas commettre ». Au regard de tout ce que les téléspectateurs ont entendu ce soir au cours de cette émission, quelles sont les erreurs qu'on ne doit pas connaître en tant qu'un bon citoyen qui doit donc payer ses impôts et quelles sont les erreurs qu'on ne doit pas commettre? Merci beaucoup. On va aborder 4 petits points. D'accord. Première chose à ne jamais faire, première erreur à ne pas commettre. Je suis propriétaire foncier, j'habite ma maison. Ce serait suicidaire de laisser une ardoise fiscale à ma progéniture. Surtout, je parle à nos parents. Ce n'est pas bon qu'ils laissent des dettes fiscales à leurs enfants. Donc, je n'ose pas vous demander pourquoi, parce que c'est compréhensible. Mais dites-nous pourquoi. En général, lorsque vous ne payez pas vos impôts, vous avez des arriérés, l'administration a la possibilité légale d'exercer des saisies sur vos immeubles et de pouvoir vendre l'immeuble pour se faire rembourser. Alors, vous avez vécu correctement et puis vous êtes parti et vous laissez une ardoise fiscale à vos enfants qui vont commencer par se chercher. Et qui vont rentrer peut-être dans la rue, on va les renvoyer. Voilà, on va les renvoyer, on va vendre la maison et les renvoyer vont se retrouver dans la rue. Ça, ce n'est pas bon. Il faut payer les impôts fonciers. Les dates sont connues. 10 février, 10 avril, il faut faire le jeu, il faut payer. 10-10. 10-10, c'est important. Il faut que ceux qui nous écoutent sachent que ce n'est pas bon de laisser de tels héritages à leur progéniture. Deuxième chose, pour ceux qui ont des locataires, qui sont des entreprises, des personnes morales, l'erreur à éviter, c'est de résister à la retenue de l'IRF, de s'opposer à la retenue de l'IRF. C'est une erreur grave. Parce que cela pourra être interprété légalement comme une opposition au prélèvement de l'impôt et c'est une infraction pénale. Troisième erreur à éviter, c'est d'avoir un petit agent des impôts qu'on peut soudoyer pour retarder les paiements ou pour que la maison ne soit pas enregistrée dans les fichiers. Tout se digitalise aujourd'hui. Le cadastre également est en route. Tout ça va se mettre à nu. Donc, vous ne pouvez pas le faire pendant longtemps. Et en réalité, lorsque vous le faites, le coût de ce comportement est largement plus élevé que les impôts à payer. C'est ça. C'est important. Ça.
Dernière chose à ne jamais faire, c'est lorsque vous bénéficiez d'une exemption pour une maison d'habitation, oui, et qu'entre-temps, la maison a changé de destination, c'est devenu à usage commercial ou industriel, c'est de ne pas déclarer. Il faut déclarer. Si vous déclarez, vous vous comporterez normalement et la situation va pouvoir être régularisée. Donc voilà quelques conseils que je voulais donner à nos propriétaires fonciers, à nos ménages. Je voudrais particulièrement m'adresser à nos parents. En guise de votre mot de la fin. Je voudrais inviter nos chers papas, nos chères mamans à demander au service des impôts de leur localité de leur communiquer leur situation fiscale foncière. Nous sommes ouverts pour les accompagner à trouver la méthode la plus adaptée à leur situation. Quand ils sont des retraités, on est capable de trouver la formule pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils régularisent leur situation, pour qu'ils soient à jour, pour ne pas laisser un mauvais héritage à leurs enfants. Je voudrais rappeler à nos enfants, élèves, écoliers, de rappeler à leurs parents, de dire à leurs parents, de vérifier avec leurs parents s'ils sont à jour vis-à-vis des impôts fonciers. Donc, chers amis écoliers, élèves, demandez à papa s'il a déjà payé ses impôts. S'il n'a pas encore payé, il faut qu'il se rapproche de nous. On trouvera la formule avec lui pour qu'il se mette à jour. Si vous ne le faites pas, chers enfants, c'est que demain, la dette va se multiplier par 10, par 20, par 50. Et vous ne serez pas capable de payer. Donc aujourd'hui, c'est le bon moment pour demander à papa ou à maman d'aller vers les services des impôts pour qu'on puisse trouver ensemble avec vous la possibilité de payer tout doucement jusqu'à apurer la dette. Sinon demain, l'État va saisir votre maison, vous risquez de vous retrouver dans la rue. On ne le souhaite pas. Directeur général des impôts, vous êtes Nicolas Yenoussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Cet entretien qui était nécessaire et ne sera pas le dernier, vous nous le promettez. Je promets et je reviendrai sur votre plateau pour continuer par éclairer. Et c'est plutôt nous qui venons à vous puisque Merci. Nous avons posé nos valises ce soir à la direction générale des impôts et vous avez accepté depuis votre immeuble que nous réalisons cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt, mesdames, messieurs. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez beaucoup appris. Ce ne sera d'ailleurs pas la dernière qui recevra donc le directeur général des impôts. vous avez suivi ce soir l'entretien sur le thème l'imposition de l'immobilier au Bénin. Que comprendre? Monsieur Nicolas Yenoussi a répondu à toutes nos questions. Merci à toute l'équipe de réalisation et de production. Restez en notre compagnie. Rendez-vous jeudi prochain. Bonsoir. Merci.